Personne nomme ce que je suis en train de vivre comme un racisme anti-palestinien. Tous les jours, il y a des gens qui viennent me dire que je ne suis pas palestinienne, que les Palestiniens n'existent pas, que je suis syrienne parce que je suis née dans un camp de réfugiés palestiniens. Je n'ai pas la nationalité syrienne. J'ai vécu avec la carte de l'UNRWA dans le camp de réfugiés avec ma famille depuis 1948 jusqu'à notre départ de ce camp. Vous êtes traitée de mannequin syrienne par le réalisateur et acteur Philippe Lelouch, présenté comme la star de LFI en lice. Vous parlez dans un contexte plus large de racisme anti-arabe très flagrant en France, largement répertorié. Pour vous, est-ce que vous faites face à une forme de racisme qui est particulier aux Palestiniens? Et ça se représente comment du coup? Les Palestiniens sont tués et massacrés en Palestine et les Palestiniens en diaspora, ils sont pourchassés et aussi ciblés en tant que sujet palestinien. Moi, toutes les menaces que j'ai reçues, les pressions dans mes sphères professionnelles, dans mes sphères intimes, les menaces de mort, etc., tout ceci, ça s'inscrit vraiment dans un continuum. Et tout ça, c'est effectivement symptomatique de ce racisme anti-palestinien. Il faut bien resituer le fait que nous, Palestiniens, nous sommes perçus comme un sujet colonisé, que ce soit les femmes ou les hommes. C'est-à-dire que l'empathie qui est convoquée pour nos vies, elle est beaucoup moins importante qu'effectivement pour d'autres causes qui vont avoir lieu et sur lesquelles on peut aussi se mobiliser. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même en France, en Europe, dans une région du monde qui a encore aussi le narratif de la colonisation qui n'a pas été totalement guéri. Il reste énormément de plaies qui ne sont pas pensées et parce que l'histoire coloniale européenne, française est récente. Sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup parler aujourd'hui de la Nakba 2.0. Selon vous, est-ce qu'on est en train d'observer, d'être témoin de cette Nakba 2.0? Nous vivons une Nakba continue, c'est-à-dire que ce qui a débuté pour le peuple palestinien en 1948, c'est-à-dire un nettoyage ethnique, cette question de vider la Palestine des Palestiniens et de travailler à la disparition des Palestiniens comme un sujet politique, c'est quelque chose qui ne s'est jamais arrêté. Tous les gouvernements successifs israéliens ont tous, d'une manière ou d'une autre, travaillé à la colonisation du territoire palestinien, travaillé à la persécution du peuple palestinien, travaillé à l'oppression, à la domination, à l'humiliation du peuple palestinien. Et donc la période que nous vivons est particulièrement atroce parce que ce nettoyage ethnique se matérialise en plus par un génocide. Donc vous dites oui, une Nakba qui continue. Il y a eu évidemment des évolutions dans la position de pays avoisinants de la Palestine. À qui la faute en fait aujourd'hui? J'imagine que vous avez des critiques au-delà de celles que vous faites évidemment au gouvernement de Netanyahou. Il y a des responsabilités historiques sur la manière dont les prises de décision ont pu se faire dès les accords de Sykes-Picot par exemple. C'est-à-dire que le découpage de ce territoire de façon arbitraire, tout en trahissant les peuples de la région, il y a une responsabilité historique des Britanniques et des Français. Il y a une responsabilité historique de ce qu'on a appelé la communauté internationale au moment du vote du plan de partage de la Palestine qui a été fait sans consultation du peuple palestinien, qui a été fait par une majorité d'États qui sont des États qui à l'époque étaient des États coloniaux. La majorité des pays du Sud global n'étaient même pas représentés dans ce vote. Il y a des responsabilités politiques, c'est-à-dire la manière dont certains gouvernements, que ce soit les États arabes ou la passivité, la complicité, le cynisme des États occidentaux vis-à-vis du peuple palestinien, et le peuple palestinien se retrouve coincé effectivement entre les jeux politiques des uns et des autres aujourd'hui, et il ne doit son salut qu'à lui-même. C'est aussi terrible que ça, et c'est particulièrement éloquent aujourd'hui s'agissant de la situation à Gaza, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on n'arrive même pas à obtenir un cessez-le-feu. Ça nous paraît ahurissant de se dire que cette communauté internationale qui s'est forgée autour des valeurs de paix, de coexistence, elle n'arrive même pas à faire taire les armes. Parlons alors justement du droit international. Est-ce que le droit international a pu délivrer la Palestine jusqu'à aujourd'hui de ses souffrances? Je pense qu'aujourd'hui on voit certaines pressions sur la CPI. Est-ce que vous avez vraiment espoir aujourd'hui que le droit international puisse mener à la réalisation de cet État palestinien? C'est de là que va venir la solution selon vous? Le problème, c'est pas le droit international. Le droit international, il est extrêmement clair. La question, c'est comment nous, citoyens, citoyennes, nous allons faire pression jusqu'au bout à l'endroit de gouvernements d'hommes et de femmes politiques qui aujourd'hui n'embrassent pas leurs responsabilités vis-à-vis du peuple palestinien et vis-à-vis précisément du droit international.